Cette vidéo est sponsorisée par les laboratoires de l'Orangeade, car au laboratoire de l'Orangeade, ce qui nous préoccupe avant tout, c'est votre santé. Alors Berthier, cette étude de l'impact des jus d'orange sur la santé, ça donne quoi? Eh bien les résultats sont unanimes. En un mot, c'est Enfin, je dirais plutôt que c'est moi et... c'est super, tout est parfait, top, nickel, super, vraiment pour la santé, génial. Eh bien voilà Berthier, on voit que vous tenez autant à la santé des consommateurs qu'à celle de votre famille. Prenez ce jus d'orange sur la table, c'est moi qui régale. Je sais pas si t'es au courant, et d'ailleurs je sais pas non plus si cette vidéo sortira après la bataille ou non. J'ai préféré prendre le temps de bien comprendre le sujet du débat plutôt que de m'engager à la va-vite comme certains. Et même avec ça, mon avis est loin d'être parole d'évangile. Mais le jus d'orange ces derniers temps a déchaîné les passions. Tout a commencé avec Julien Venesson citant Will Janssens dans sa vidéo sur The Game Changers. Très intéressante par ailleurs, je te recommande vivement d'aller la voir après être allé visionner notre propre vision des choses avec 2-3 potes, un podcast qu'on a fait il y a un petit moment, je sais pas si tu l'as déjà vu. Julien a donc dit ça exactement. Récemment, on m'a envoyé des publications d'un blogueur sur internet qui essaie de faire un peu le buzz dans le domaine du fitness, Will Janssen, et ce dernier conseillait de boire des jus de fruits faits maison à base de fruits, en citant une étude qui disait que oui, c'était absolument pas du tout dangereux pour le sucre sanguin, etc. C'était très bon. Alors l'étude était financée par Exponent, elle-même qui avait été mandatée par les industriels du jus de fruits aux États-Unis. Donc il faut faire attention évidemment à tout ce qu'on peut lire sur internet aujourd'hui. La mode c'est de faire le buzz, quitte à raconter n'importe quoi ou pour vendre des formations, etc. Puis les camps se sont divisés. Julien a publié plusieurs fois sur le jus d'orange et sa prétendue nocivité. Vassilis entre autres a contre-attaqué avec sa propre vision des choses. C'était un petit peu comme dans Game of Thrones. Pour ma part, j'ai proposé une discussion en mode débat, mais posée, entre les deux principaux protagonistes de l'affaire, à savoir Will Janssens et Julien Venesson. Je pense que la confrontation d'idées est toujours très intéressante, en particulier sur un sujet comme celui-ci, qui en apparence semble anodin, mais en réalité qui est beaucoup plus complexe. Je tiens à le souligner, Will a tout de suite accepté. Mais Julien, c'est une autre histoire. Ce que je trouve vraiment étrange quand on veut aider la santé publique, qu'on dit que les jus de fruits sont absolument horribles pour cette dernière et qu'on est absolument sûr de soi. À se demander si ses préoccupations sont si altruistes qu'il le dit ou si son argumentaire tient si bien la route. Au début, j'avais prévu d'interviewer Will seul, et il était ok. Mais quand il a vu à quel point la situation s'est envenimée, il a préféré se retirer, c'est une décision que je respecte, car il ne voulait pas alimenter le feu malsain qui peut caractériser ce genre de débat. Mais moi, j'en ai absolument rien à foutre. Je veux dire, mon but c'est d'apporter de la connaissance au plus grand nombre et surtout de tirer au clair cette affaire pour savoir si je jette mes tétrapacks de jus de fruits. Commençons donc tout de suite avec les arguments du camp Venesson. Ce dernier explique que le jus d'orange est mauvais car il augmente de façon très rapide le taux de glucose sanguin. À cause de leur forme liquide et de leur forte teneur en sucre, les jus sont facilement absorbés. Ce qui veut aussi dire que l'insuline, hormone servant à réguler le glucose sanguin en facilitant son entrée dans les cellules, est relâchée de façon rapide et en masse. De gros pics d'insuline de façon régulière sont corrélés à long terme avec l'augmentation des risques du diabète de type 2, car notre corps s'habituerait à la présence de cette hormone et son action ne serait plus aussi efficace. Le diabète, c'est donc, tu l'auras compris, avoir trop de glucose dans le sang. Il possède deux arguments massus principaux. Le premier, c'est que la méta-analyse mise en avant dans la publication originale de Will, ne démontrant pas d'effet négatif des jus sur le diabète, a été financée par l'industrie agroalimentaire, en particulier des producteurs de jus. Alors pour ça, pourquoi pas, mais sachons mesure garder. Dire qu'une étude a été financée par telle ou telle personne n'invalide heureusement pas les résultats de cette dernière. C'est même tout le propos de la méthode scientifique, être suffisamment contrôlé pour pouvoir être mené par n'importe qui. Surtout que les auteurs ont clairement spécifié dans l'étude en question quelles étaient leurs sources de financement. Dans ce genre de cas-là, ils ont tout intérêt à être irréprochables, sinon ils sont très facilement attaquables. Et puis oui, le financement est important, mais les moyens de contrôle, quand on finance une étude, n'ont pas besoin d'aller jusqu'à falsifier les résultats. Ça semble con, alors qu'ils ont juste à ne pas publier ce qui ne va pas dans leur sens. Ceci étant dit, dans le cadre d'une méta-analyse, on peut simplement se dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle du cherry picking. Ils ont uniquement sélectionné les études qui les intéressaient. Ce à quoi Mathias Souyol, de la team Will pour te la faire courte, et accessoirement quelqu'un qui s'y connaît pas mal en stats pour avoir suivi lui-même un cursus scientifique, a répondu. Que ce soit sur les études indépendantes prises en compte par cette méta-analyse et par d'autres méta-analyses que j'ai pu trouver dans la littérature,
Il n'y a rien en fait à l'heure actuelle qui suggère, et certaines méta-analyses sont indépendantes, je tiens à le préciser, elles ne déclarent aucun conflit d'intérêt. Eh ben, il n'y a rien qui suggère qu'il y ait une association qui soit forte, et même existante parfois d'ailleurs, entre le diabète et la consommation de 100% jus de fruits. Pour te décrire rapidement son raisonnement, il a exclu toutes les études financées par l'industrie de cette méta-analyse et il est allé jusqu'à lui-même en chercher d'autres indépendantes sur le même sujet. Et le résultat est toujours le même. Si on prend ça globalement, c'est neutre. Même si dans certains cas, à l'échelle individuelle, la réponse peut varier énormément entre le très positif, ce qui va à l'encontre des causes du diabète, et le très négatif, ce qui le provoque. Pourquoi donc? Eh bien, on le verra dans la partie des arguments du côté Will. Pour le moment, soyons très conservateurs, très sceptiques et considérons que cette étude n'est pas valable car on n'arrive pas à se faire un avis tranché dessus. On l'exclut donc, on se dit pas que c'est un bon ou un mauvais argument, simplement qu'on peut pas vraiment savoir. Le deuxième argument de Julien est selon moi beaucoup plus pertinent. Il a cité un résultat de plusieurs études de cohorte menées sur des centaines de milliers d'individus sur des périodes qui vont, il me semble, de 25 à 30 ans. Celle-ci montre une corrélation certaine entre l'augmentation de la consommation de jus de fruits et les syndromes du diabète, ainsi que dans un deuxième temps, l'augmentation de la mortalité toutes causes confondues. J'ai épluché les études pour y trouver les habituels biais de ce type de publication et je dois avouer que j'ai été surpris parce qu'elles sont vraiment très bien menées. Tous les critères auxquels on pourrait penser ont été compensés. En langage plus clair, ça veut dire qu'on a essayé d'enlever tous les facteurs qui pourraient venir parasiter la relation entre la consommation de jus de fruits et le diabète. Prenons un exemple. Peut-être que les gens qui boivent plus de jus de fruits ont tendance à faire moins de sport. Or, on sait que le fait de ne pas faire de sport diminue la sensibilité à l'insuline. Eh bien, ce facteur a été compensé, c'est-à-dire qu'on a regardé à niveau de sport égal pour voir si ça existait toujours. C'est aussi le cas pour le poids, l'âge, etc. Même l'éducation à ce qu'est une alimentation saine. L'une des études a été menée exclusivement sur des infirmiers. Et on a de plus utilisé un indice qui s'appelle l'AHEI et qui permet de juger de la qualité d'une diète. L'indice en lui-même est discutable, ça n'est pas la question ici, mais disons que ça donne au moins une norme repère. Le gros point noir est tout de même la prise d'information. Pour savoir s'ils avaient consommé plus de jus de fruits, on a donné un questionnaire à remplir tous les 4 ans, voire tous les 6 mois pour l'étude la plus précise. Quand on sait que la majorité de la population ne sait même pas ce qu'elle a mangé il y a une semaine, comme vous le savez monsieur, vous avez été diagnostiqué psychopathe, mais je vous prierai de bien vouloir vous soumettre à ce questionnaire. Ok. 6 months later. Ceci étant dit, on peut penser en tant qu'infirmier que ces personnes étaient plus conscientes de leur alimentation. Peut-être. À ce moment-là, j'étais tout de même en mode « Julien a une base très solide d'argumentation ». Mais ce que je te conseille de faire dans ce genre de cas-là, c'est au minimum de suspendre ton jugement par respect pour le camp d'en face. Parce que ce serait se dire que ces gens-là sont des personnes qui n'ont rien compris et que ce sont de gros débiles. Et ce genre d'attitude de chiotte, c'est ce qui limite tout le temps la connaissance et la progression de l'humanité. Rien que ça. Et tu vois, par exemple, c'est là où je trouve que Julien n'a pas été très malin. Parce que pour lui demander de venir participer à la discussion, au débat, t'appelles ça comme tu veux, avec Will, eh bien je lui ai parlé des travaux de Ray Peat. Et ce sont justement les travaux sur lesquels se fonde le camp d'en face. Il m'a avoué à demi-mot qu'il n'avait jamais rien lu de lui et qu'on lui avait juste rapporté quelques dires. Aller au conflit intellectuel avec quelqu'un, le dénoncer, sans avoir pris le temps de comprendre le fond de son propos... c'est pas top à mon avis. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi ça me donne pas hyper confiance. Bref, on en a parlé, allons voir du coup le camp de ce cher Will. Je vais tenter de te résumer le truc, mais il y a déjà un désaccord fondamental sur les causes du diabète et l'explication physiologique de ce dernier. Maintenant, je vais te faire un résumé vulgarisé à ma sauce de l'excellent article de Rémi Masson paru ce mois-ci dans la Nerdy Muscle Review. Instant Pub, c'est une revue à laquelle j'ai accès gratuitement à vie en échange de vous faire des vidéos sur certains sujets qui paraissent dedans. C'est gagnant-gagnant parce que comme ça vous fait profiter de ces sujets-là et en plus, eux, ça leur fait de la pub. La revue est payante, mais pour la qualité des informations qu'il y a dedans, franchement, je trouve que c'est un bon investissement. Bref, ce mois-ci est sorti cet article et ça n'est pas pour rien. La Nerdy Muscle Review est tenue par un groupe d'amis très compétents dont Will fait partie. Accroche-toi, ça risque d'être un peu compliqué, mais sérieux, ça vaut le coup pour capter. Je sais pas si tu te souviens, mais je te disais que l'élévation du glucose sanguin de façon violente et répétée à long terme provoquait une perte de sensibilité à l'insuline.
Eh bien pour Rémi, c'est loin d'être aussi simple. Nous avons deux façons majoritaires d'utiliser le glucose, la forme du sucre qui nous sert de carburant. D'abord la glycolyse en situation d'effort rapide et ensuite pour tous les autres, eh bien l'oxydation. La voie oxydative n'est pas uniquement réservée au glucose d'ailleurs, il est aussi possible d'utiliser des graisses. Le problème étant que même si on crée plus d'énergie en oxydant des graisses, elles sont moins efficaces pour entretenir le système, car elles produisent moins de CO2, autrement appelé dioxyde de carbone, que le glucose. Alors tu vas me dire, Osef, non, pas vraiment, puisque la concentration en CO2 dans ton sang détermine combien d'oxygène tu vas pouvoir utiliser. En gros, plus il y a de CO2, plus les échanges en oxygène sont facilités. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Et plus tu as d'oxygène disponible, plus le système est efficace pour produire de l'énergie. À cela, il faut rajouter d'autres mécanismes hormonaux qui t'arrivent quand ta production d'énergie n'est pas au top du top. Notamment la baisse de la synthèse de la T3, une hormone thyroïdienne qui sert grosso modo à réguler ton métabolisme, dans le sens qu'il soit efficace et que tu sois en bonne santé. Chose qui n'est pas facilitée par un deuxième effet qui se coule du manque de sucre. Quand tu n'en as pas assez en réserve sous forme de glycogène dans ton foie, alors il ne peut pas assurer la conversion de T4 en T3. La T4, c'est une autre hormone thyroïdienne qui est largement plus produite que la T3, mais elle est quasi inactive. Elle a donc besoin de se faire transformer en cette forme active qui est la T3. Mais alors tu vas me demander quel rapport avec le diabète ? Patience, on y arrive, parlons maintenant de la clé de voûte de cette théorie. Le stress. Toute stimulation apportée à ton organisme qui lui demande une réponse rapide, qui active le système sympathique, provoque du stress. Ou si ce terme connoté négativement te dérange, une activation. Pour y répondre de façon efficace, eh ben, il faut un flux d'énergie qui soit efficace et rapide. Si tu m'as bien suivi, c'est donc le glucose qui devrait être utilisé de façon majoritaire dans notre société moderne, où les sources de stress, de stimulation sont largement plus présentes qu'autrefois. Je vais désormais te parler du cycle de Randle. C'est très compliqué et j'ai pas encore moi-même tout saisi, mais ce qu'on peut en retirer de façon simple, c'est la chose suivante. Plus tu utilises un substrat entre glucose et lipides, plus ce dernier va être favorisé pour l'utilisation ultérieure. En gros, plus ton corps va aimer l'utiliser pour l'oxydation et donc va le prioriser sur l'autre. Ça se traduit en plus tu altères ta production d'énergie avec les lipides, plus tu vas continuer à le faire. Et c'est là que tout se met en marche. Tu as besoin d'énergie rapide, mais ton corps favorise l'oxydation des lipides. Il est donc obligé de libérer des hormones de stress, à savoir le cortisol et l'adrénaline, qui auront majoritairement trois effets. Diminuer la sensibilité à l'insuline pour certaines cellules, afin de prioriser l'entrée du glucose dans d'autres cellules plus importantes, comme le cerveau par exemple, ainsi que favoriser l'oxydation des lipides et la glycolyse. La glycolyse devient donc ton système d'énergie principal. Ça n'est pas un mal d'utiliser ce système par exemple quand tu fais du sport, mais il a un gros désavantage, il consomme énormément de glucose par rapport à l'oxydation. Et donc le faire fonctionner au quotidien à plein régime va vider les réserves de ton corps. Et on revient sur une boucle infernale. Épuiser ses réserves en glycogène, notamment au niveau du foie, empêche la conversion de T4 en T3, ce qui ralentit le métabolisme, ce qui veut dire encore plus d'hormones de stress pour lutter contre ça. Et ça, ça diminue la sensibilité à l'insuline, comme tu l'auras bien noté. Et donc, ça continue et ça continue et ça continue. C'est ça, selon Rémi, qui se fonde sur les travaux de chercheurs, il sort pas ça de son chapeau, serait la cause la plus probable du diabète. Comment sait-on que ça pourrait être vrai? Car on retrouve de forts taux de lactate chez les diabétiques, ceux-ci sont le produit final de la glycolyse. Je trouve que c'est très intéressant car ça explique bien les variations qu'on peut avoir entre les différentes études. Des résultats qui peuvent être très favorables ou très défavorables, ce qui semble contre-intuitif. Mais quand on comprend que le problème, ça n'est pas tant la consommation de produits sucrés, mais bien leur utilisation par l'organisme, alors tout c'est clair. Mais allons plus loin avec l'article de Vassilis Iliopoulos qui lui répond point par point à celui de Julien. Je te conseille d'aller le lire, il est vraiment très bien, mais pour éviter d'être redondant, je ne vais citer que les choses dont on n'a pas déjà parlé, notamment ce que j'appelle le problème fructose. Déjà, Vassilis soulève quelques points très intéressants qui ne font que corroborer l'hypothèse selon laquelle le diabète se développe uniquement dans un contexte donné et que c'est ce contexte qui est le plus important, celui de l'organisme, pour ne laisser aucune place au doute. Par exemple, dans une des études de cohorte citées par Venesson,
70% des personnes interrogées étaient obèses. Ensuite, Julien parle beaucoup d'index glycémique très haut des jus de fruits pour justifier son propos. Je ne me souviens plus si je te l'ai déjà dit, mais l'index glycémique mesure la capacité d'un aliment à faire monter ton insuline. Plus l'index est haut, plus le pic le sera. Et bien surprise pour le jus d'orange, celui-ci est à 52, considéré comme modéré. À peine quelques points au-dessus de l'orange complète. Pareil pour la pomme ou le jus de pamplemousse que Julien Venesson cite comme étant le pire exemple car ça fait quasiment doubler l'index glycémique. Ce qu'il oublie de préciser, c'est la valeur absolue du jus de pamplemousse qui est en dessous de 50, donc considéré comme bas. Et puis parlons justement du fructose, ce sucre horrible qui, selon Julien, aurait tendance à te provoquer les pires maux du monde. Il te rassasierait moins, ce qui provoque de la faim, et ce qui pourrait même à long terme te rendre obèse, parce qu'il ne te provoque pas de pic d'insuline. L'index glycémique du fructose étant à 10, il fallait bien lui trouver un autre vice. Celui-ci est présent dans les jus de fruits. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que, à ma connaissance, dans tous les fruits sucrés, il y a un mélange glucose-fructose. On n'a pas l'un sans l'autre. L'effet non rassasiant du jus d'orange, c'est simplement plutôt à attribuer au fait que ce soit du jus, donc un liquide. Et c'est effectivement ce pourquoi le camp de Will ne recommande pas, contrairement à ce qu'a pu dire Julien, d'en consommer des litres. De plus, pour finir sur le fructose et l'article de Vassilis, parlons de ce qu'on lui reproche depuis des années, à savoir nous provoquer des problèmes de foie et aussi avoir une incidence délétère sur notre body fat. Pour ça, il faut bien comprendre l'accusation. Oui, encore de la physio, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas venu sur cette chaîne pour enfiler des perles. Ça vient d'un chercheur, le docteur Robert Lustig. Il a blindé des souris de fructose et il a remarqué au fur et à mesure que leur foie devenait gros et qu'ils avaient l'effet foie gras, car le fructose serait majoritairement converti en graisse plutôt que de servir à autre chose. Mais si tu as vu ma vidéo sur l'analyse des études, tu sais que les études sur les souris, faut mesure garder. Et donc nous avons la preuve avec des tests randomisés et études très sérieuses que le fromage est une façon beaucoup plus productive d'augmenter la motivation à réaliser une tâche que l'argent. En effet, 100% des sujets ont été beaucoup plus efficaces pour trouver des solutions innovantes quand du fromage était au bout du labyrinthe, à l'inverse d'un billet de 500 €. Et justement, chez l'homme, on ne retrouve pas ces résultats. Le fructose sert majoritairement à être converti en glucose, glycogène ou lactate. Déjà qu'on ne mange pas de fructose en quantité décrite par Lustig, ça devrait représenter 60% de notre alimentation. Si en plus on ne le métabolise pas pareil, ce qui se comprend car nos ancêtres mangeaient sans doute largement plus de fruits que les ancêtres des rongeurs, ça me semble dur d'y croire quoi. Bon, et il y a plein d'autres super explications physiologiques, notamment sur les endotoxines dans l'article de Vassilis. Je t'invite à ne pas tout croire sur parole, il faut toujours garder un esprit critique. Mais ça ouvre des pistes de réflexion très intéressantes. Pour apporter ma maigre contribution, je pense qu'on a exclu un facteur capital de toutes ces études de cohorte, etc. Le timing de la prise de jus de fruits. Même si on considère que le modèle de la trop grande libération d'insuline trop fréquente est celui qui amène au diabète à long terme. Et on vient de voir que ça n'est pas le seul. Une façon simple de réduire cette dernière est par le biais de l'exercice, et ce même à court terme. Quand tu fais de l'exercice, tes muscles ont besoin de beaucoup d'énergie. Ils deviennent par certains mécanismes physiologiques capables d'absorber beaucoup plus de sucre. À ce moment-là, si tu prends beaucoup de glucose aux alentours de l'entraînement, et ça va de légèrement avant, mais pas trop longtemps pour éviter l'hypoglycémie induite, à un peu après, tu n'auras pas ce phénomène de pic d'insuline. Tu auras juste une boisson intra-workout très intéressante en somme. D'ailleurs, pour être 100% transparent, et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, c'est aussi la position du camp de Will. L'entraînement est une situation de stress, nous avons besoin de plus d'énergie. Bref, résumons. Tu auras peut-être eu l'impression que je prenais parti dans cette histoire. Pourtant, je t'assure que c'est totalement le cas. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal avec la démarche de Venesson sur cette affaire-là, comme je te l'ai déjà dit. Attaque à la personne en premier lieu, présentation d'arguments sélectionnés, triés sur le volet, sans remise en question ni contextualisation. Et enfin, refus de la discussion. C'est anti-scientifique même s'il s'en réclame et ça installe un climat qui n'est pas cool dans le fitness francophone. Pour autant, ça n'invalide pas tout son travail ni sa production à l'avenir. J'espère qu'elle pourra être aussi qualitative que ce qu'il a pu déjà fournir par le passé. Je pense qu'il possède beaucoup de connaissances. En revanche, comme je te le répète à longueur de temps, ne prends la parole de personne comme un évangile. Compile les données par toi-même, regarde si elles coïncident et si ça n'est pas le cas, regarde qui a la version la plus plausible. Certains seront plus convaincus par les résultats de l'étude de cohorte, car il ne faut pas l'oublier,
et on voit une corrélation apparemment claire. D'autres au contraire trouveront que l'explication alternative a plus de sens. Et franchement, je tends plus vers celle-là moi-même. Je trouve juste vraiment dommage que la conversation soit parfois, voire souvent, coupé entre personnes férues de savoir. Du reste, j'espère que les explications n'auront pas été trop velues. Franchement, j'entends que ça n'est pas simple et j'espère faire au mieux pour vulgariser. Mais au moins, tu comprends désormais pourquoi, en tout cas je l'espère, ça n'est pas une simple question de jus d'orange. Sur ce, si la vidéo t'a plu, t'as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup, à liker, partager, commenter, à lâcher une petite pièce sur mon Utip ou mon Tipeee. Si tout le monde le faisait, si tout le monde lâchait ne serait-ce qu'1 €, ben moi je serais beaucoup plus pérenne pour continuer à faire des vidéos comme ça, beaucoup plus travaillées. Et sinon, il y a toujours mon Instagram. Tu peux aller y faire un tour, je donne des conseils vraiment poussés en ce moment, ou en tout cas, j'essaye de les rendre, comment dire, les plus facilement abordables. Il y a aussi mon Discord où on est plein et on peut te donner plein de conseils personnalisés. Prends soin de toi et à la prochaine. Ah, et je t'avais pas menti quand je te disais qu'on ferait des vidéos plus poussées.